Bonjour José. Bonjour Franck, je crois que c'est toi qui vas ouvrir le feu, mais je serai aux aguets. Très bien, c'est pas dangereux quand même. Non, Non, mais je pense que on a tous les deux fait une grande chose avec cette retraduction, c'est-à-dire on a vraiment fait une intervention assez grande ou même grosse, ce qui est le changement du temps de tout un roman. Est-ce que tu as jamais fait quelque chose comme ça avant? non, c'est une bonne question. C'est une bonne question que je te retournerai et tu vas voir pourquoi. Non, je ne l'ai jamais fait avant. Et quand je l'ai fait, je me suis demandé évidemment si c'était légitime de le faire. Parce que comme toi, j'ai vu dans ton article que nous avons tous les deux commencé de façon tout à fait orthodoxe et classique, au passé simple pour moi, au prétérit allemand pour toi. Donc nous avons été de bons petits, des traducteurs orthodoxes, et puis tout d'un coup, bah, ça ne marchait pas. Alors j'ai eu cette espèce d'inspiration un matin de voir si ça fonctionnait au présent. Euh, et là, j'ai retrouvé évidemment la terreur qui avait été ma première impression lorsque, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais découvert le roman. Donc ça, évidemment, c'était très fort. On va y revenir parce que je vais te poser la même question. Mais tout de suite, je me suis dit, mais enfin, à ce moment-là, il n'y a qu'à traduire tous les romans au prétérit en anglais par des présents en français, et alors ce sera formidable, on aura cette impression de vivacité. Je me disais, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est légitime? Qu'est-ce qui m'y autorise? Voilà. Et donc, pour en revenir à ce qui nous préoccupe tous les deux, euh, comme il a déjà été dit, en français, le passé simple est un temps qui n'existe qu'à l'écrit. Donc, c'est un temps qui n'existe non seulement, il n'existe qu'à l'écrit, mais il n'existe que dans la fiction. Par conséquent, il crée automatiquement une sorte d'espace fictionnel entre le lecteur et l'œuvre. Et ça, évidemment, n'existe pas en anglais, puisque, comme nous le savons, en anglais, le prétérit est le temps de tous les récits, quels qu'ils soient, familiers, épiques, etc. Donc, ça, c'était une raison qui m'y autorisait, pensais-je. C'était une raison qui m'y autorisait. J'ai remarqué aussi que tu disais qu'il y avait des conséquences dans la syntaxe allemande, donc on va sûrement y revenir. Il y avait des conséquences sur le fait d'avoir employé un prétérit. En français, elles étaient très lourdes. Le passé simple, évidemment, commandait le plus que parfait, l'imparfait du subjonctif, et des cascades de modes et de temps qui sont tous sauf, évidemment, immédiats. Et justement, tous les deux, nous avons voulu restituer, je l'ai remarqué aussi dans ton article, l'immédiateté de ce récit qui nous glaçait parce qu'immédiat. Donc ce présent était pour moi un présent immédiat, immédiat littéralement. C'était un présent terrifiant, carcéral, qui empêchait tout retour. Voilà. Et quand tu vas parler du présent, je voudrais que tu parles de quelque chose que tu as dit à propos du passé, qui m'a beaucoup frappé, qui était que le passé, le prétérit, donc si tu l'avais employé en allemand, aurait eu un côté extrêmement contrôlant, de contrôle, aurait suggéré le contrôle. Et donc pour moi aussi, le passé simple avait quelque chose de l'archive. C'était archivé par le passé simple. Et je ne voulais pas, mais je m'arrête là, on repart après. Donc explique voir de ton côté. Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire j'avais un souvenir de ma lecture, de ma première lecture, qui était justement terrifiante, qui était vraiment choquée, tout ça. Euh, puis je me suis souvenu que j'avais parlé avec des gens, avec des amis, avec des personnes que je connaissais, de ce fait que j'allais retraduire le livre. Et qui me disaient, ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça quand j'étais jeune. Ah oui, c'est vrai, je l'ai relu maintenant avec Trump et tout ça, puisque c'est devenu tellement dans l'actualité et tout ça. Mais en lisant, c'était toujours un peu, je sais pas, un peu lent, un peu endormi, un peu gentil, un peu cozy, comme ça. Donc, je sais pas. Évidemment, l'histoire est terrifiante, mais il y avait cette impression-là. Et j'avais un peu poussé de côté cette impression de lecture des autres quand j'ai commencé, parce qu'évidemment, je veux entrer dans le texte directement avec l'impression de lecture que j'ai moi-même. Et puis, après quelques chapitres,
à l'imparfait, au prétérit, donc qui est, oui, de bons traducteurs, oui. J'ai lu mon propre texte et j'avais la même impression. Et j'avais pensé de pouvoir résoudre cette espèce de lenteur, etc., par des mesures de syntaxe. Parce que si on traduit de l'anglais vers l'allemand et on reste assez proche de la syntaxe anglaise, tout d'un coup, ça devient un peu plus lourd, un peu plus, je sais pas direct de toute façon en allemand. Et je pensais, ok, mais ça, je peux réparer, je peux faire autrement en allemand. Mais même avec ces mesures-là, ce n'était pas la même chose. Alors je me suis dit, ok, si c'est ça l'impression que la traduction dans le prétérit de ce texte-là nous donne, à moi comme aux autres auxquels j'avais parlé, il faut y faire quelque chose. Euh, j'ai pas le problème avec le passé simple justement parce que le prétérit n'est pas juste pour l'écrit, n'a pas cette distance, c'est pas sur les coturnes de la rhétorique quoi. Euh, mais euh, mais ça marche de la même manière, c'est-à-dire ça crée le même problème. Et moi, j'avais la situation un peu plus facile que toi parce que je savais que tu avais employé le présent. Donc, cette idée que tu as eue, cette inspiration, moi, j'avais pas besoin de l'avoir moi-même. Je pouvais l'implanter à toi. Donc, merci beaucoup. je, je te la dois. Mais en même temps, il fallait voir est-ce que ça marche en allemand? Comment ça va marcher en allemand? Qu'est-ce que ça va créer comme effet? Et j'ai vraiment joué avec beaucoup. Parce que, comme je disais, le prétérit, c'est une position de narration, c'est une position de raconter une histoire, c'est-à-dire on regarde vers l'arrière et, et on est le metteur en scène de l'histoire qu'on va raconter. Tandis que quand on est dans la situation elle-même, directement, immédiatement, on souffre, entre guillemets, ce qui se passe. On n'est pas toujours passif, mais de toute façon, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 5 minutes, on ne sait pas ce qui va arriver dans 5 minutes, tandis qu'en racontant dans le prétérit, le narrateur sait très bien ce qui va se passer dans 5 minutes. Et oui. Et tout ça se ressent dans la structure du texte, c'est-à-dire avec une phrase un peu plus complexe en allemand, avec toutes les règles de syntaxe où il faut mettre les clauses sous-ordonnées, Oui. où il faut mettre le verbe à la fin et tout ça, c'est-à-dire tout ça devient beaucoup plus planifié. C'est une architecture qu'il faut vraiment un peu planifier avant, parce que sinon ça devient chaotique, les rapports entre les mots ou des prénoms, non, pas des pronoms vers les substantifs, ça ne marche plus directement. Donc, il faut vraiment penser bien comment créer et comment construire la phrase. Et au présent, c'est plus accumulatif, c'est-à-dire ça se passe maintenant et puis quelque chose se passe après, quelque chose se passe après. Et si je ne sais pas encore ce qui va se passer dans 2 minutes, ça n'aurait aucun sens de, par exemple, avoir une espèce de prémonition déjà dans une phrase sous-ordonnée avant la fin de la phrase, des choses comme ça. Hein. Et donc, j'ai vu qu'il me fallait changer pour rester plausible et crédible, de changer la syntaxe de la phrase au présent pour que ça reste comme on le sent quand on est dans la situation, donc immédiat. Et cet effet-là était super intéressant parce qu'après, j'ai essayé, j'ai pensé, OK, si je fais tous ces changements et maintenant je rechange la forme du verbe, c'est-à-dire je le remets à l'imparfait, au prétérit allemand, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça reste plausible ou pas? Et c'est très étrange. La littérature a le droit de faire tout. C'est-à-dire, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire aussi au prétérit avec ces changements syntaxiques et ça aurait été un peu plus immédiat. Mais il y avait quelque chose là-dedans qui était super artificiel, qui était vraiment, qui ne me plaisait pas parce que j'avais l'impression comme si c'était faux, comme si c'était, non, ça s'écrit pas comme ça. Et ça aurait été un effet presque un peu avant-gardiste de jouer avec le temps et avec la syntaxe de cette manière, un peu contradictoire à l'intérieur. Et Orwell n'est pas avant-gardiste dans ce sens-là. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas le faire. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai une petite question et après, tu pourras y répondre tout à l'heure. La première question, c'est est-ce que ton éditeur était d'accord? Car moi, j'ai consulté le mien. J'ai donné les deux, enfin, 30 pages, 50 pages au prétérit, passé simple, et au présent. Parce que quand j'étais dans ce passé simple,
j'avais l'impression que, d'une certaine manière, si c'était pour le retraduire comme ça, c'était pas la peine de le retraduire, d'une certaine manière, parce que les changements viendraient, mais ils seraient quand même mineurs et que je serais moi-même extrêmement bridée de toute façon, hein. Et donc, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu pointes et ce que j'ai éprouvé moi aussi, c'était que le fait d'avoir employé le présent entraînait un certain rythme et entraînait un certain rapport aussi assez curieusement euh, à la concision de la phrase. Le fait d'avoir emprunté le présent, cette fois, tout d'un coup, ma phrase devenait plus économique. Et Mhm. j'étais presque portée par mon élan, je ne dirais pas à la raccourcir, bien sûr, car je ne les ai pas raccourcis, je ne pense pas, en tout cas pas délibérément, pas consciemment, mais portée à l'économie comme une voiture qui aurait changé de vitesse et qui ne réagirait plus de la même manière. Donc ça, c'était effectivement très sensible. J'avais presque l'impression parfois d'être entraînée plus vite que je ne l'aurais souhaité, d'arriver, j'allais dire, la tête la première, tu vois. Mhm. Donc ça, c'était un point assez frappant. Après, je trouve qu'il y a un paradoxe dans ce livre, le paradoxe que le lecteur peut éprouver, et que d'ailleurs tu as commencé à évoquer. Nous comprenons très bien, dès le début, ce qui va se passer. Nous comprenons très bien, à partir du moment où nous avons vu vision panoramique depuis les fenêtres de Winston avec le ministère de l'Amour et les gorilles qui le gardent, nous comprenons très bien que le télécran et la transgression du journal vont amener Winston au ministère de l'Amour. Ça va finir comme ça. On le comprend. Mais le paradoxe, c'est ce suspense insoutenable que tu as évoqué en disant que nous ne savons pas ce qui vient dans la phrase suivante. Nous ne le savons pas. Nous savons comment ça se termine, mais nous ne savons pas comment. Mhm. Et donc, je trouve qu'effectivement, le présent là-dessus est un gain considérable parce qu'il nous enferme. Et la situation d'énonciation de ce roman que nous avons évoqué tous les deux dans nos articles, c'est-à-dire une narration à la troisième personne, mais une focalisation interne dans la conscience du personnage qui fait que nous ne sortons pas du personnage, nous ne savons rien que le personnage ne sache, alors nous vivons au jour le jour cette histoire-là. Mais il y a un autre, another twist, hein, il y a un autre tour d'écrou. Et j'ai donc, c'est ma deuxième question à toi. La première, c'est réaction de l'éditeur et comment. Et la deuxième question, c'est l'an dernier, en organisant un séminaire avec des jeunes traductrices, plusieurs avaient apporté des romans en italien, en espagnol, en anglais aussi, qu'elles étaient en train de traduire. Et j'ai remarqué que dans le roman ultra contemporain, on a le sentiment que le présent prévaut partout. Il devient assez rare, en français en tout cas, mais apparemment en italien, en espagnol aussi, de voir un temps du passé. Mais quand j'observais la qualité de ce présent, et y compris la qualité de mon présent et sans doute du tien, je me disais qu'il était paradoxal ce présent, parce que c'est pas du tout un présent de narration qui ajouterait une sorte de peps à la narration. On y est, c'est sur le champ de bataille, le général avance, les troupes ennemies reculent, etc. C'est pas du tout ça. D'une certaine façon, mon sentiment sur ce présent, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que nous avons un personnage qui se voit vivre sans décalage, mais dans une espèce d'impuissance, comme s'il se filmait lui-même, comme s'il se voyait lui-même sur son télécran. Donc, l'effet paradoxal de ce présent, c'est qu'il nous incarcère, mais qu'en même temps, quelque part, il nous déréalise. Il a presque ces deux fonctions contradictoires. Et j'ai éprouvé ça. Et je m'arrête là, je te relance la balle. D'accord. Alors, parlons pratique d'abord. Oui, j'ai consulté évidemment l'éditeur parce que justement, c'était une grosse décision. Mais oui. Et, euh, et je voulais pas faire ça pendant tout le livre et après le lecteur qui me dit, l'éditeur qui me dise non, on peut pas Ça le faire. marche. Voilà. Alors, au début, il était un peu, il a douté un peu si c'était nécessaire. Il a dit, mais oui, mais je vois les changements de syntaxe que tu fais. Le texte devient plus rapide et plus direct de toute façon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et j'ai dit, écoute, lis un peu plus et puis tu vas voir. Et en plus, il l'a donné aussi à une autre personne dans la maison d'édition. Et donc, tout d'un coup, il y avait l'enthousiasme, c'était vraiment clair. C'était vraiment clair que le présent était plus convaincant.
Et donc j'avais feu vert et je pouvais le faire. Je voulais juste revenir sur l'économie des phrases que tu as mentionnées parce que c'était exactement la même chose pour moi. Euh, Parfois, c'était vraiment beaucoup plus naturel, par exemple, de faire des phrases elliptiques au lieu de bien sagement mettre tout le verbe, de dire c'est une situation comme ça. On peut juste dire situation. Point. Quelque chose comme ça. J'exagère un peu, mais tu comprends. Pas du tout, je comprends exactement. Voilà, et ça, évidemment, ça rend le texte plus rapide et de nouveau plus immédiat. Maintenant, le présent et les différentes perceptions du présent dont tu as parlé, je pense qu'une grande partie de ça, c'est dû au fait de la personne qui raconte. Parce que j'ai aussi un peu noté ce que tu dis, c'est pas une idée nouvelle, que tu me dis parce que, évidemment, en lisant la littérature allemande contemporaine, c'est très souvent comme ça. Mais si c'est raconté à la première personne, euh, ça devient... euh, ça devient double, c'est-à-dire les choses se passent, oui, mais il y a toujours aussi la perception de soi-même, l'observation, la contemplation de soi-même. C'est une espèce de méditation parallèle à l'action qui a lieu ou qui n'a pas lieu. En plus, peut-être, maintenant je m'avance un peu sur un terrain un peu dangereux, mais peut-être c'est aussi une question de génération. C'est peut-être cette génération des gens qui se sont posés plus de questions, qui sont restés plus bloqués ou qui n'ont pas su quoi faire, les slackers, les gens qui, pour trouver leur voie dans la vie, ont pris plus de temps, je sais pas. Et donc, l'expression de justement cette situation de vie est aussi dans la littérature un présent dans la première personne. Tandis que le présent dans la troisième personne, ça nous donne cette autre situation de double, c'est-à-dire en même temps, on est enfermé dans la situation du personnage, on est vraiment dedans, on est la victime comme Winston, mais de l'autre côté, puisque c'est la troisième personne, il y a cette espèce de vue sur ce personnage en même temps. Donc avec un œil, on se voit dans la situation, avec l'autre, en louchant, on voit le personnage. Et, euh, et c'est aussi ce que tu dis, on sait ce qui va arriver. C'est-à-dire, il y a cette espèce de point de vue du narrateur, mais c'est pas le narrateur omniscient, c'est pas le narrateur dans l'hélicoptère qui a un zoom pour entrer dans le personnage à quelques moments et puis de nouveau l'hélicoptère et toute la situation. Non, ça reste toujours avec le personnage et dans l'immédiateté du présent qui nous fait souffrir, être surpris, être pris au dépourvu, comme justement Winston. Et je pense que c'est pourquoi toute cette solution qui a ses conséquences syntaxiques aussi nous donne justement l'effet que le livre original de Orwell doit avoir eu à son époque. Et je pense que c'est là, en devenant un peu plus abstrait ou plus théorique, je pense que si on est tous les deux d'accord que c'est une espèce d'équivalence des faits, effets spéculés, si on veut arriver à ça, alors à ce moment-là, il faut vraiment d'abord se demander quel peut avoir été l'effet sur les premiers lecteurs, quel est l'effet sur nous comme lecteurs de l'original ou d'autres lecteurs de l'original aujourd'hui. Et troisièmement, quel peut être l'effet que notre texte, notre traduction peut avoir sur nos lecteurs euh, quand ils ou elles le lisent. Et ça, évidemment, c'est de la spéculation aussi, mais ça en fait partie. De toute façon, équivalence de l'effet, c'est mon but. Et cette interprétation de l'effet possible ou planifié ou espéré, cette interprétation fait partie de la réception, de la forme de réception qu'est la traduction. Bien sûr, j'adhère à 100% à ce que tu dis, ayant dit depuis bien longtemps, nous ne traduisons pas des mots et des phrases, nous traduisons des effets. Évidemment, nous sommes les premiers récepteurs de ces effets et nous nous demandons toujours, nous spéculons toujours sur l'effet qu'a produit le texte sur ses premiers lecteurs. Et là-dessus, nous n'avons pas toujours les indications possibles, hein. Hmm. En tout cas, j'avais aussi une question un peu rusée. Donc, tout est au présent, évidemment, dans ma traduction, sauf, bien sûr, le post-scriptum sur
la novlangue, le néo-parlé, whatever you call it, parce que cette fois-ci, nous n'avons plus le même énonciateur. Nous avons un énonciateur qui dit oui, qui dit nous, et nous avons un énonciateur qui semble parler à partir d'un point du temps. Donc, celui-là, ce passage-là, je l'ai traduit au passé simple, parce qu'il a un rôle d'archive, celui-là. Il certifie que ça s'est passé, ou plus exactement d'ailleurs, hein, il certifie que ça ne s'est pas passé. Je veux dire Voilà. par là que ce système n'a pas triomphé. Ce qu'Orwell, d'ailleurs, ne nous explique en aucune façon. Nous sommes laissés à nos spéculations sur ce qui a fait que finalement, eh bien, on continue à parler anglais, manifestement, et qu'on ne parle pas néo-parlé, novlangue, whatever it was. Alors, est-ce que toi aussi, ce post-scriptum, tu l'as traduit cette fois-ci au prétérit en allemand? Bien sûr, bien sûr. Avec exactement les mêmes arguments. Et c'est même très important que ce soit ainsi, parce qu'il y a ce deuxième niveau des autres textes qui sont en dehors de l'action que Winston subit ou fait. On a ça, on a justement l'explication sur le Newspeak. On a le livre, c'est-à-dire le bouquin qui est idéologique, qui est de Goldstein, et puis aussi évidemment les moments du souvenir de Winston. Ça aussi, c'est au prétérit. Et je pense que pour Orwell, d'une certaine manière, je pense que c'était nécessaire pour lui de mettre quelque chose comme ça à la fin, parce que je pense qu'il voulait d'une certaine manière que le lecteur, après le livre, soit choqué et complètement bouleversé, mais pas dépressif et pas désespéré et pas au point de se suicider. C'est-à-dire, il voulait vraiment, je pense, calmer un peu l'esprit de celui qui lisait. Euh, et je pense qu'aussi en allemand ou en français maintenant, avec ces changements de temps, ça a toujours cette même fonction avec le prétérit, avec le passé simple. Ça nous dit, de manière assez cachée d'ailleurs, il faut bien le lire, ça nous dit non, ça n'a pas triomphé, on ne parle plus cette langue-là et ça n'a pas marché. Et donc, on a cet aspect apaisant, cet aspect, mais il est beaucoup plus surprenant après le livre au présent et beaucoup plus, je sais pas, comme si tu changes la température de ta douche de chaud vers froid ou de froid vers chaud. C'est beaucoup plus fort. C'est du Et je pense que relief. ça aussi, ça aide. Oui, je pense que c'est une mise en relief, comme on disait dans les tragédies shakespeariennes quand il y a scène comique, comic relief. Mm-hmm. C'est pas seulement le soulagement, c'est aussi le relief, la mise Oui. en relief. D'ailleurs, moi, je suis assez frappée du fait que les critiques de tout genre ne se sont pas beaucoup occupées quand même de ce raccrochage dans le temps. Alors, j'aurais assez le même sentiment que toi, ce qui va nous interroger sur, on va rebondir là-dessus certainement, sur le genre de ce roman inclassable, d'une certaine façon. Hein. Qu'est-ce que 1984? Alors, moi, des fois, j'ai entendu même des universitaires, mais beaucoup des journalistes, dire Orwell nous met en garde. Orwell ne nous met pas du tout en garde. Hein. C'est pas, il dit, attention, vous savez, si le communisme passe, non, c'est pas ça du tout. Je pense que si je devais associer ce roman à un tableau, je choisirais le cri de Munch. Mm-hmm. Ah Et en effet, je pense comme toi que il pousse un cri d'angoisse. Il ne nous met pas, en garde, c'est ridicule. Enfin, c'est pas prophylactique. Hein. Mais par contre, il a poussé ce grand cri d'angoisse. Et en effet, je pense que devant ce grand cri d'angoisse, il a une sorte de rétro-pédalage, si on peut dire. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. Enfin, ne vous tuez pas tout de suite, pour reprendre ce que tu disais. Parce qu'en fait, non. Il ne nous explique ni pourquoi, ni comment. De sorte qu'il est impossible pour le lecteur, et ça me paraît intéressant aussi pour la question du genre, il est impossible pour le lecteur de comprendre quand ce post-scriptum a été écrit. Il est Mm-hmm. impossible de le situer dans le temps. Il est situé dans le temps, mais impossible. Et pour ça, me fait penser picturalement à autre chose, les tableaux des Chers, donc ce graveur des Pays-Bas, hein, qui montre des mécanismes impossibles. Tu suis la descente de l'eau, les engrenages, et tu te dis, ah mais ça marche pas, le truc ne marche pas. Alors tu le tournes de l'autre côté, mais ça marche toujours pas. Et tu Mm-hmm. comprends bien sûr que le peintre, enfin le graveur en l'occurrence,
c'est jouer de toi, c'est moquer de toi d'une certaine manière. Ouais. Et je pense que c'est un peu aussi le cas d'Orwell, partiellement volontairement, partiellement inconsciemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous interroge sur le genre de ce roman. Et donc là, je vais revenir à quelque chose, euh, l'opinion de Milan Kundera, qui n'aimait pas ce roman, c'était que tout ce qu'Orwell avait mis dedans pour lui donner de la chair, et j'emploie le mot chair à dessein, flesh it out, tout ce qu'Orwell avait mis dedans pour lui donner de la chair, bof, ça n'avait aucun intérêt, c'était plat, ça banalisait son propos, et donc ça servait à rien et ça l'affadissait. C'est pas du tout mon sentiment. Je pense qu'il y a du plus dans la démonstration magistrale d'Orwell. C'est une démonstration magistrale, bien sûr, sur le stalinisme, le totalitarisme, mais il y a du plus. Alors, comme toi aussi, tu as parlé de ce plus, tu as parlé de la poésie, différemment de ce que j'ai pu dire, mais ça m'intéresse d'entendre parler de ça. Le plus par rapport à la démonstration magistrale politique. Quel est ton plus? Euh, je pense que le régime de terreur que nous avons dans ce livre-là veut éliminer toute vie, toute nature, tout ce qui soit pour nous dans notre compréhension humaine. Euh, et on le comprend seulement vraiment bien si il y a des moments des moments où on le sent, où on sent ce qui s'est perdu, ce qui va se perdre. Et c'est pourquoi qu'il y a les souvenirs de Winston, il y a les nostalgies, même des nostalgies sans savoir de quoi il est nostalgique. Il y a des désirs. Il y a aussi toutes ces ambiances, ces moments, les atmosphères, les humeurs qui se déroulent dans ces mondes, dans ces espèces de parenthèses oasiques. Quand il est avec Julia, quand les deux rêvent d'une autre vie, d'un autre monde, ou même dans les petits moments de naturalité des prolétaires. Ce sont tous des allusions, des indications de ce qui va se perdre, qui est en train de se perdre, que le régime veut supprimer. Et je pense que ça a cette fonction-là, vu du point de vue de l'écriture pour Orwell, et, euh, et même les moments où, par exemple, entre Julia et Winston, tout est un peu clumsy, un peu, comment est-ce qu'on dit en français Gauche. Oui, Gauche. un peu gauche, voilà. Je pense que c'est aussi voulu. C'est voulu, c'est pas mal écrit, mais c'est voulu parce que justement, ils ont presque oublié comment ça se fait. C'est tellement rare et tellement étrange et tellement ça cloche avec tout le contexte de ce monde-là. Et donc, pour moi, le surplus, c'est ça, de comprendre ce qui pour nous va de soi, de comprendre que ça ne va pas de soi, mais que ça peut être vraiment menacé, que ça peut disparaître. Et aussi la manière dont il le fait, justement, parce qu'il le fait par allusion, par moment, par citation, par idée. Donc, c'est vraiment très réduit comme il le fait. Et aussi ce que tu appelles le côté fantastique du roman, de justement ouvrir les petites portes comme si sur une peinture, tu avais juste une fenêtre qui te donne une vue sur un autre monde. Donc c'est juste une idée de ça qui est limitée, qui est brève, et puis après ça retourne dans le monde de la terreur qui est plat, qui est gris, qui est mort. Et pour moi, cette découverte-là, de ne pas seulement être complètement aplati par cette terreur, mais de voir, OK, ça bouge encore, il y a encore des moments où la vie donne des réactions et sautille comme ça. C'est un peu ça pour moi et je pense que créer, en écrivant la traduction, créer cette vie qui est encore présente dans ces moments, dans ces allusions, dans ces petits chapitres ou scènes. C'est ça qui est tout à fait important parce que là, le vocabulaire devient différent. C'est-à-dire, avant, on se réduit, avant, on devient, on est assez, je sais pas, sec et assez dur. Et dans ces moments-là, tout d'un coup, on peut ouvrir
la valve de notre vocabulaire vers le beau, vers le fort, vers les sensations, vers tout ça. Le lyrique même. On va Oui. jusqu'au lyrisme. Oui, il me semble que effectivement, alors, parmi les plus que je vois moi-même, pour faire un propos parallèle au tien, je pense que Orwell est un post-victorien et il déteste le puritanisme de son temps. Ce puritanisme, il le sent comme une castration, comme quelque chose de véritablement mortifère, on va dire. Et donc, il montre bien le corps dans tous ses états. Le premier état qui est un état de pénurie dans l'ouverture, hein, c'est-à-dire il n'y a rien à manger qui soit bon, tout est moche, et on a faim, on a soif, rien n'est bon. Le corps qui s'exalte dans le rapport amoureux, érotique, qui s'accompagne d'un rapport gourmand, puisqu'on a trouvé du vrai café, du vrai thé, etc. Donc le corps renaît. Hein. Et puis évidemment, en troisième partie, le corps torturé. Mais donc, en fait, c'est une façon de montrer, sans le dire, comme tu l'as très bien fait ressortir, ce régime déclare la guerre à la nature du corps, à la nature dehors. Il n'y a plus aucune nature, ça a été remplacé par la mécanique. Mhm. La mécanique qui fabrique des poèmes, qui fabrique des chansons, et qui bien sûr, cette espèce d'engrenage qui broie l'individu. Donc, ça fait partie de tout un projet. Ce puritanisme et cette élimination de la nature fait partie de tout un projet. Et en même temps, comme tu le dis, ça permet à Orwell de nous ménager des temps de grâce, peut-être on pourrait dire ça, hein, des temps de grâce où il fait bon vivre et où tout d'un coup l'étau se dessert. Et évidemment, nous sommes d'autant plus angoissés quand l'étau se dessert parce que nous nous doutons bien que là-bas, il y a le ministère de l'amour et il attend. Donc, évidemment, il y a tout ça. Euh, je voulais te poser une question très spécifique à propos de la prolétaire qui chante. Cette rengaine qui a été fabriquée sur une machine à fabriquer des rengaines et qui la chante avec l'accent cockney, mais juste une prononciation cockney. Pour moi, c'est juste une prononciation. Et toi, tu y vois un dialecte, et non seulement tu y vois un dialecte, mais tu l'as restitué par un dialecte particulier. Et je voudrais que tu nous parles de ça. Oui. C'est une autre chose qu'il ne faut pas faire, traduire un dialecte par un dialecte, parce que évidemment le dialecte s'est enraciné dans la réalité d'un pays, dans la région, dans tout ce qui est lié à ça, avec les associations des lecteurs, etc. Et évidemment, nous lisons un roman qui se déroule en Angleterre, et pourquoi le personnage parlerait un dialecte enraciné en Allemagne? Et ça ne marche pas, ça cloche problème. Pour les romans réalistes, naturalistes, psychologiquement convaincants, tout ça, les romans normaux, disons. OK. De l'autre côté, le dialecte, c'est quelque chose de très bizarre et de très fort en allemand. Je pense en italien aussi. En français, je suis pas sûr. OK. Euh, on n'est Nous pas si avons des centralisé. problèmes avec nos langues régionales, de vieux problèmes, Oui, OK. très centralisés. En tout cas, chez nous, ça a été évidemment toujours vu comme quelque chose d'un peu plus bas, un peu plus paysan, comme ça, que la langue standard, mais ça a changé et les gens reparlent leur dialecte avec plus de fierté. Dans certaines régions, ils l'ont toujours parlé de toute façon. Et ça donne une chaleur, ça donne un enracinement naturel dans la terre, dans la région d'où on vient, se sentir à la maison, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous enveloppe d'une certaine chaleur, comme, je sais pas, comme maternelle même, si on Ben veut oui, utiliser cette espèce d'exemple. Et donc, je me suis demandé pourquoi Orwell utilise-t-il le cockney pour les prolétaires et non pas pour les autres? Pourquoi ça a disparu? Pourquoi le régime permet aux prolétaires de faire des choses comme au vieux temps et inclut le cockney? Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Et je pense qu'il le fait justement pour renforcer cet effet du naturel des prolétaires, de ce qui est resté encore des vieux temps. Et avec cette chanson-là, cette chanson qui est un hit parce que tout le monde le chante, il fait un petit jeu très très intelligent et très même un peu méchant. Il nous fait comprendre avant que tout ça c'est écrit par la machine, donc c'est mort.
Mais la personne qui chante cette chanson, elle est super vivante. Elle est vraiment une image presque cliché d'une mère, d'une femme de ménage qui est dans sa vie avec les deux jambes comme ça. Elle est enracinée, tout va bien. Et donc, quand elle chante, ça devient vivant, ça devient fort, ça devient beau. Et même sur la beauté de cette femme et de son chant, Winston en parle, c'est-à-dire il le ressent, il le perçoit. Et donc, je me suis dit, il faut qu'en allemand, cette chaleur reste. Et maintenant, il faut vite dire la différence entre dialecte et sociolecte, parce que le sociolecte, c'est ce qu'on fait comme traducteur si le dialecte ne marche pas, parce que le sociolecte est son région. Donc, normalement, c'est un peu la manière dont on se sauve, quoi. Comment on se sauve quand on a à traduire un dialecte. Et le sociolecte par contre, donne l'association de urbain, ville, un peu cette espèce de froideur de la ville, je sais pas, il y a une folle, il faut aller à travers la folle comme ça, il y a beaucoup de monde et donc on est dur, on dit des choses comme ça en argot. Donc il y a plutôt ce côté-là qui n'est pas vraiment chaud, qui peut être même froid, qui est assez agressif quelque temps, provocateur de toute façon. Donc, cette chaleur et cette espèce de se sentir à la maison que le dialecte transporte, le sociolecte, normalement, ne le transporte pas automatiquement. Donc, ça devient un peu plus difficile. Et si le dialecte a la fonction littéraire de transporter cette chaleur, alors il faut faire autre chose que juste un sociolecte. Les autres traducteurs, pour traduire le Cockney de Orwell, ont tous, dans des dosages différents, utilisé des sociolectes, donc un peu d'argot de ville, quoi. Et ça m'a pas suffi. Et je me suis dit, OK, ici, j'ai une chance pour une fois, parce que la Londres où on se trouve, c'est pas réaliste quand même. C'est décrit c'est longuement décrit comment c'est différent. Donc, ce n'est plus ce monde-là. On va pas, comme lecteur allemand, automatiquement se dire, oui, mais on n'est pas à London Town. Pourquoi ce personnage-là parle ce dialecte allemand? Ça ne marche pas avec la réalité. On n'est pas dans le réalisme. Donc, je me suis dit, il y a un petit trou par lequel je peux passer avec ce truc du dialecte. Je peux le rendre légitime. Et par contre, ça me donne justement la chaleur d'un dialecte allemand et puis lequel choisir. Alors là, je ne sais pas si tu peux t'imaginer si le dialecte en français ne marche pas de la même manière, mais il y a toujours des associations un peu émotive, un peu irrationnelle avec les dialectes. C'est-à-dire, il y a des dialectes qui sont plus gentils, plus lents, plus durs peut-être, les gens qui parlent moins. Au nord, chez nous, à la mer, les gens ont des dialectes qui sont très, très brefs et ils disent très peu de mots. C'est très paresseux, comme ça, en parlant. Il y a un autre... Tes œufs, pas paresseux, tes œufs. OK, d'accord. Et on a une autre région où les gens sont dits d'être très avares, c'est-à-dire si on entend ce dialecte-là, on pense tout de suite au pédantique, à l'avarice et tout ça. Donc il y a des associations comme ça, des connotations qui viennent avec des dialectes. Alors je me suis dit, OK, quelles associations peuvent venir avec le Cockney? Et comme je l'ai compris de mes lectures et aussi d'avoir été à Londres, il y a cette chaleur-là, il y a cette gentillesse, cette espèce de solidarité aussi, solidarité de la classe ouvrière et tout ça. En Allemagne, j'avais pensé que le dialecte de cette région industrielle de la Ruhr peut être un peu comparable des associations-là. Voilà. Alors, c'est pourquoi j'ai essayé de prendre ça et non pas le berlinois, parce que le berlinois, c'est de nouveau urbain et plutôt dur et plutôt provocateur et tout ça. Et ça m'a aussi amusé parce que, par hasard, c'est la région de laquelle je viens, mais je suis parti là quand j'avais 6 ans, Donc, j'ai pas vraiment appris, je ne le parle pas, mais j'ai des associations de ma première enfance que les femmes, ma mère, ses amis parlaient ça. Donc, un peu, voilà. Et ça me fait penser qu'on traduit avec ce qu'on sait, on traduit avec ce qu'on sait faire, mais on traduit avec qui on est. Oui, Et ça, c'est tout le charme de la chose, et c'est ce qui fait que autant de traductions, autant d'apports. Alors moi, j'ai pas du tout entendu ça comme un dialecte, pas même un dialecte cockney, parce qu'il n'y a pas d'argot dedans.
C'est un anglais parfaitement standard, prononcé cockney. Alors, je l'ai restitué par une prononciation parigote, on va dire. Je ne m'engagerai pas sur ce terrain, mais je m'engagerai avec toi en tête à tête sur cette question de la perception justement du dialecte par les Français. C'est effectivement très complexe, hein, très complexe. Donc pour moi, c'était simplement une prononciation très ouverte, les « très ouverts, comme on a pu les entendre dans des vieux films, parce que l'accent parisien, qui pourrait être l'équivalent du cockney, a disparu depuis une vingtaine d'années, nous ne pouvons plus l'entendre, hein, il a disparu complètement, remplacé par autre chose. Mais c'est voilà. Et donc, comme je vois que le temps tourne et que bien sûr, j'aurai encore des tas de questions à poser, je vais moi-même explorer un petit peu la porte dont tu parles, qui est pour moi l'ouverture, sinon sur le fantastique, du moins sur l'irrationnel. Parce que quand on regarde cette histoire depuis le début, donc nous avons déjà dit que c'est un mécanisme absolument impitoyable qui mène de A à Z, et nous savons parfaitement qu'on ira à Z, simplement on ne sait pas comment. Mais quand même, normalement, sachant le fonctionnement assez hermétique de ce système, rien ne devrait arriver. Or, si quelque chose arrive, si l'action, le drame peut se nouer, c'est justement qu'il y a un grain de sable dans ce mécanisme. Et le grain de sable, c'est au départ le positionnement du télécran. Il est mis de telle sorte que Winston peut l'esquiver. Très bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va découvrir dans cette brocante improbable, qui est une fausse brocante, on le saura plus tard, l'instrument même de sa transgression, c'est-à-dire le papier, le crayon, voilà. Et de deux. Et de trois, il a un rêve prémonitoire sur cette jeune femme, Julia, qu'il déteste cordialement et qu'il veut d'ailleurs violer et étrangler, si mes souvenirs sont bons, hein, ou en tout cas décapiter, enfin quelque chose de sympathique. Hein. Il rêve d'elle, j'ai envie de dire il la rêve, bien que le français ne m'y autorise pas, il la rêve en train de se défaire de ses vêtements dans cette contrée dorée. Or, c'est exactement ce qui va se passer. Autre chose, il a rêvé O'Brien, lui disant « Nous nous retrouverons dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres ». Et bien qu'il interprète très mal cette phrase, comme souvent les oracles grecs étaient mal interprétés par les généraux qui les avaient demandés, hein, bien qu'il l'interprète très mal, c'est exactement ce qui va se passer. Comment pouvons-nous comprendre qu'est-ce qu'Orwell est en train de nous dire en nous mettant cette brocante là-bas, au hasard des pas de Winston? Et tu as l'impression que ce n'est pas du tout un hasard finalement. Cette brocante l'attendait, hein, elle l'attendait là, ce soir à Samarcande en quelque sorte, hein, elle l'attendait là. Il a des rêves prémonitoires, il se passe des choses qui sont totalement irrationnelles. Or, Orwell, je suppose que tu en conviendras, c'est un type qui connaît son affaire. Il n'écrit pas n'importe quoi, donc s'il a écrit de l'irrationnel, s'il a écrit quelque chose qui est à la limite du fantastique, pourquoi l'a-t-il fait? Rien ne l'y obligeait. Alors, qu'est-ce que tu en fais? D'un côté, on pourrait de toute façon dire que puisque toutes ces pistes-là ne mènent nulle part, c'est-à-dire ce qui doit arriver arrive, le système n'en est pas menacé. Tous les rêves, toutes les idées que O'Brien pourrait être aussi un révolutionnaire, Absolument, l'amour avec Julia pourrait le sauver ou quelque chose comme ça. Tout ça, ou que par exemple le positionnement du télécran lui donne un privilège, une chance pour s'échapper du système d'une certaine manière. Non, ça ne change rien. C'est-à-dire, il nous donne un peu d'espoir pour le nous ôter après. C'est-à-dire, c'est un renforcement du désespoir. C'est comme si le bateau coule, il y a un petit bateau de sauvetage, mais ce bateau de sauvetage perd l'air et va couler aussi. Donc au début, on a un peu d'espoir, mais après, on voit, non, ça ne mène à rien. Donc je pense que c'est un système fermé, il veut nous ôter l'espoir qu'il a créé au début. Je ne suis pas convaincue que l'espèce de
prédestination, j'y mets bien entendu des guillemets, hein, de prédestination de cette boutique de brocante qui semble avoir été inventée pour le piéger, hein, puisque elle nous paraît au début comme tout à fait normale, crédible. Elle me paraît au contraire renforcer l'idée d'un mécanisme. Elle est dans ce mécanisme qui va le broyer, mais elle y est d'une étrange manière. Et je la relierai aussi à cette comptine dont tu as toi-même parlé, les cloches de Saint Clemens, etc. Cette comptine, chacun se souvient d'un petit bout. Et ce n'est qu'à la fin qu'on va reconstituer cette espèce de rébus, et à la fin, c'est pour te couper la tête. Donc, il y a quelque chose qui est là depuis le début et qui attend, bien entendu, le personnage, et qui l'attend, et qui est, non pas étranger au système, bien sûr, hein, mais qui vient en parallèle au système, qui vient tangenter le système, et qui est pour moi quelque chose de l'ordre, je ne dirais pas du métaphysique, mais je serais presque tentée de le dire, c'est-à-dire une sorte de destin complètement incompréhensible, d'ananké, si on veut, au sens grec, hein, c'est quelque chose qui est inévitable, qu'on ne peut pas parer, et qui, en somme, presque déborderait la démonstration politique. J'irai pas forcément plus loin, mais moi, ça me fait plus penser à Kafka qu'autre chose. Et en fait, on peut lire Kafka, évidemment, on peut lire un message politique chez Kafka, mais on peut lire aussi autre chose, enfin, qui n'est pas contradictoire, qui le redouble, qui le déborde de manière allusive. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est le calcul d'Orwell et que Orwell veut qu'on comprenne ça. Je pense comme toi que, en effet, il y a des fils qui restent en suspens, loose threads up to a point. Et je ne sais même pas jusqu'à quel point, pour le coup, Orwell, comme n'importe quel auteur, contrôle chaque syllabe qu'il a écrite et la façon dont tout ça s'imbrique. Mais en tout cas, le plus pour moi, c'est tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire le corps, la poésie, etc. Mais c'est aussi ce côté mystérieux, maléfique, qui serait de l'ordre d'un destin incompréhensible comme on en trouverait chez Kafka. Voilà. Oui, je ne dis pas non, pas du tout. Il y a un côté tragédie grecque là-dedans. Et c'est de la spéculation, si on veut dire que si Orwell a voulu ajouter ce niveau pour donner plus d'espace, plus d'écho à son histoire. Pas impossible parce qu'évidemment c'est tellement planifié, tellement mis partout dans le texte et il sait très bien ce qu'il fait. De l'autre côté, avec les loose threads, on sait très bien biographiquement que c'était peu de temps avant sa mort, donc peut-être il ne contrôlait plus complètement toute l'écriture, tous les loose threads, ou peut-être il a vu qu'il ne les contrôlait pas complètement, il a dit mais c'est bien ainsi. Parce que si on essaye d'enfermer la vie dans une espèce de je sais pas, de cage, il y a toujours des morceaux de chair qui sortent de la cage, quoi, quand on presse. Et je pense que c'est ça qui arrive un peu. Et donc, oui, je suis d'accord avec ce que tu vois. Et l'important, je pense que c'est pour le lecteur, comme effet, si on parle des effets créés, ça agrandit le retentissement du choc. Voilà. Ouais. Du Je choc pense continu. effectivement que ça approfondit l'angoisse, Oui. ça approfondit la nuit. Et puisqu'on est en train de parler de Staying Alive, il me semble que ce que nous disons depuis tout à l'heure montre que cette œuvre est incroyablement vivante maintenant et que nous ne pouvons espérer qu'une seule chose, que des tas d'autres traducteurs viennent la traduire après nous, comme nous l'avons traduite après eux. Je suis très d'accord avec toi. Merci pour cet entretien fascinant. Merci et à très bientôt pour s'en dire plus. C'est ça.